tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission autour des enjeux de la RSE, de la transition écologique et de l'économie responsable. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons immobilier durable avec Philippe Rosio, PDG de Foncière INEA. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le tourisme et les vacances responsables. Pour en parler en plateau, nous accueillerons Émilie Ries, responsable développement durable du groupe Pierre et Vacances Center Parks, et Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux. Nous mettrons également en lumière une PME originaire de Calais, la charcuterie CGF, qui vient d'obtenir le label PME+. Et enfin, nous accueillerons Catherine Lam, qui est présidente et fondatrice de l'OESIA. Son rouge à lèvres est 100% naturel. Elle nous le présentera ici. Mais tout de suite, les news avec Eva. Les grandes entreprises parlent beaucoup de développement durable et de responsabilité sociétale, mais peu mettent ces discours au cœur de leur stratégie. C'est ce que révèle une étude du Pacte mondial des Nations Unies. Ils ont d'abord analysé les comportements des grands groupes, puis enquêté sur le profil de 55 dirigeants ayant conduit une stratégie d'intégration des principes durables dans leur business. Et résultat, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance semblent très détachés du quotidien des leaders des grands groupes. Si 92% d'entre eux affirment croire dur comme fer que l'intégration des enjeux durables est cruciale pour la réussite de leurs affaires. Ils ne sont plus que 48% à effectivement les intégrer dans leurs opérations et ils ne sont plus que 21% à penser que les entreprises ont un rôle à jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Il faut plus de conviction et surtout plus de formation, conclut le rapport. Il pleut du plastique et ce même dans les régions les plus isolées du monde. C'est le résultat d'une étude publiée dans la revue Science. Des chercheurs américains qui ont étudié 11 zones protégées des États-Unis ont découvert qu'il avait plu près de 1000 tonnes de microplastiques, soit l'équivalent de 120 millions de bouteilles en un an. Les grosses particules tomberaient avec la pluie et la neige et les plus fines arriveraient avec le vent. Si la plupart des particules proviennent des microfibres synthétiques des vêtements, la peinture utilisée par les industriels est elle aussi mise en cause. Le plastique, la nouvelle poussière. L'autrice principale de l'étude, Janice Branay, spécialiste de l'environnement à l'université de l'Utah, tire la sonnette d'alarme. Et le secteur agricole a un rôle important à jouer dans la production d'énergie renouvelable. C'est ce que souligne un nouveau rapport parlementaire déposé cette semaine. Il appelle à une meilleure information et formation des agriculteurs sur les enjeux énergétiques. Le rapport appelle à développer de manière prioritaire la méthanisation qui permet de produire du biogaz à partir de déchets organique. Parmi les autres propositions, on trouve la création d'un volet agricole dans la recherche sur les énergies et l'intégration de ces projets dans les politiques d'aménagement des territoires. Pour l'instant, les rapporteurs de la mission, le député LREM Jean-Luc Fugit et le sénateur PS Roland Courteau, déplorent les ambitions trop modestes de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le secteur, sur une base de 50 000 exploitations, assure aujourd'hui 3,5% de la production nationale d'énergie et peut et doit en assurer beaucoup plus, nous disent les rapporteurs. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Philippe Rosio, PDG de Foncière INEA. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous combinez investissement dans l'immobilier et démarche responsable ? D'abord, en 30 secondes, juste, Foncière INEA est une jeune foncière. On l'a créée il y a 15 ans avec Karine Gojal. L'idée de base, c'était en fait d'investir dans des immeubles de bureaux neufs dans les principales métropoles régionales françaises. Qui dit immeuble de bureaux neufs dit en fait immeuble aux normes environnementales. Et je vous ai écouté à l'instant, je pense qu'on l'a véritablement dans notre ADN, le fait d'aller sur des immeubles qui consomment moins. Donc aujourd'hui, les dernières normes, c'est E+, c'est moins. Et c'est bien ce qu'on vise par rapport à notre patrimoine. Que s'est-il passé en 2016 et depuis 2016 pour la foncière INEA ? J'ai vu que c'était à peu près à ce moment-là que vous avez commencé à mettre en place une stratégie, une démarche RSE. Oui, d'abord, dans le monde tel qu'il est en date d'aujourd'hui, une foncière qui a moins de 500 millions d'euros d'actifs, c'est en dessous des radars.
Donc on a dépassé les 500 millions d'euros d'actifs en question. Et on s'est articulé assez clairement vers un objectif en taille, vouloir atteindre un portefeuille d'1 milliard, avoir des guidance en matière de résultats nets récurrents et puis de loan to value. Mais cette ambition en fait d'aller jusqu'à 1 milliard, c'était le point clé. Et on est en train d'y aller, précisément puisque l'objectif c'est pour l'année prochaine, avec des immeubles qui sont des immeubles verts. Vert, ça veut dire quoi? Voilà, qu'est-ce que vous appelez immeuble Ça veut vert? dire aujourd'hui respecter une norme qui est une norme de réglementation thermique, c'est la norme RT 2012. Et nous, on est à respecter cette norme-là avec nos dernières acquisitions qui sont RT 2012, moins 20, moins 30, moins 40%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une norme aujourd'hui qui est en train de muer vers la nouvelle norme qui prépare en fait la réglementation énergétique 2020, qui devait bien évidemment sortir en 2020 et qui sortira en 2021, mi-2021 peut-être. Et en date d'aujourd'hui, on est en fait sur des immeubles qui sont E+, donc énergie positive, C-, carbone-. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces bâtiments à énergie E+? C'est des bâtiments, globalement, si vous voulez. D'abord, pour vous donner une vision de ce qu'on a, on est à peu près un portefeuille qui fait 900 millions d'euros, ça fait à peu près 400 000 mètres carrés. Et dans l'ensemble des immeubles de bureaux que l'on a, on a des capteurs. Donc on a la possibilité, si on le voulait au quotidien, de connaître la consommation en matière de fluide, aussi bien en eau qu'en énergie. C'est pas mal parce que vous n'êtes pas en permanence en train de chasser l'économie, mais vous savez globalement s'il y a des anomalies ou comment vous pouvez les corriger. Après, cette norme E+, C-, il y a E1, E2, E3, vous êtes en progression constante, et C1, C2. Donc on regarde à la fois si votre immeuble cesse d'être énergivore et commence en quelque sorte à générer de l'énergie. Et puis de l'autre côté, en consommation carbone, il y a l'empreinte et puis il y a tout ce que vous pouvez faire en plus. De manière simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous avez des objectifs clairs et concrets en termes d'impact environnemental pour ces prochaines années? Non, mais c'est vrai, on entend beaucoup d'annonces en ce moment de neutralité carbone d'ici à 2030, etc. Est-ce que vous avez des objectifs clairs là-dessus? Alors, d'abord, il y a un point, c'est que je pense, enfin non, j'en suis sûr, on a une consommation énergétique de nos immeubles qui est 25% inférieure à la consommation énergétique des immeubles de bureaux en France. Je pense qu'on est parmi les meilleurs. C'est assez normal puisqu'on est avec des immeubles de bureaux qui sont neufs. Encore une fois. Après, je pense que le défi, c'est effectivement la taxonomie européenne et l'ensemble, en quelque sorte, qui l'accompagne des textes. À nous de nous arrimer, à nous d'être en quelque sorte dans l'air du temps en ce qui concerne les immeubles que l'on achète, et puis également dans l'air du temps en ce qui concerne les financements. On y réfléchit, on est extrêmement actif là-dessus. On devrait aboutir dans pas trop longtemps. Vous êtes intéressé par les bâtiments à énergie positive qui produisent de l'énergie sur leur territoire, pour des collectivités locales qui sont vraiment implantées, actifs? Oui, je pense que c'est en pleine réflexion. Une piste qui me semble assez intéressante demain, si vous voulez, c'est que si un bâtiment produit de l'énergie, qu'il puisse l'autoconsommer. D'accord. Oui, également, mais en faire profiter les voisins aussi. Le côté œcuménique, je suis d'accord avec vous, mais le point déjà qu'un bâtiment puisse avoir une autoconsommation, parce que la grosse difficulté, c'est que vous ne stockez pas l'énergie. C'est l'autonomie, l'enjeu, bien sûr. Et là, ça peut être pas mal, en fait. Donc, une autonomie sur un bâtiment, sur un ensemble de bâtiments, mais je pense déjà que vous avez un effet, capillaire, qui peut se mettre en place et qui peut être extrêmement performant. Vous travaillez avec qui là-dessus, sur ces questions-là? On travaille avec l'ensemble des grands promoteurs. Alors, vous me faites penser à une chose qui est assez marrante, c'est qu'on est le premier propriétaire d'immeubles de bureaux en bois en France. On a travaillé avec Nexity pour répondre à votre question. Et donc, c'est intéressant en fait d'avoir eu tout ce processus parce qu'on s'y est mis en 2012 et qu'on continue à le faire et qu'on se rend compte que le bois a un ensemble de qualités. L'ergonomie, en fait, en gros, qu'il représente est certaine. Et en général, les salariés qui se retrouvent dans des immeubles comme ça s'y sentent très bien. On parlait des lois, des normes. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin que les normes pour être exemplaire sur votre secteur d'activité? Je vous écoutais là, avec votre sondage, le 48, le 21%. Oui, c'est dans notre ADN. Oui, on pense qu'on peut contribuer à notre échelle, effectivement, à ce que les choses aillent mieux. Comment vous arrivez à engager toutes les parties prenantes dans cette démarche
responsable, durable? Parce que pour une foncière, il y a beaucoup de parties prenantes différentes, des actionnaires, des investisseurs, des locataires. Comment on arrive à embarquer tout le monde dans cette démarche? Si vous faites un produit qui est un produit neuf, vous, en tant qu'investisseur, vous avez d'abord envie que ce produit-là soit occupé. Toute notre stratégie, c'est de lancer des produits qui sont entre guillemets en blanc et de les commercialiser. Donc c'est clé que ces produits-là répondent en fait aux besoins actuels. Et les besoins actuels, c'est bien ça, c'est d'avoir en fait des immeubles qui soient modernes au sens écologique. Après, vous avez toute la chaîne, c'est-à-dire que pour qu'un immeuble puisse avoir une empreinte énergétique ou une consommation énergétique demain qui soit performante. Il faut qu'à tous les niveaux. Voilà. Donc dès le départ, dès qu'un immeuble est conçu en fait par un promoteur, la vision est celle-là. À quoi ressemblera le parc immobilier de demain, selon vous? Je pense que la crise est forcément, de par son ampleur, un catalyseur de changement. Accélérateur? Oui, enfin, deux exemples. Quand vous avez à vous présenter devant des batteries d'ascenseurs dans un immeuble à la City ou à la Défense et que vous devez respecter la distanciation, bonne chance. Quand vous êtes face à un immeuble, ce qu'on a, qui sont des immeubles à taille humaine, qui font 2-3 étages, que vous preniez l'escalier ou l'ascenseur, ça ne change pas grand-chose. S'ils sont divisibles, accessibles, enfin humains en un mot, je pense que ça a du sens. Donc demain, un peu plus de décentralisation. C'est bien ce que nous on recherche et je pense qu'un certain nombre d'acteurs sont pareils. Et les lois vont encourager ce type de pratique et les exigences. Prenez juste le télétravail, on est ressorti de la crise, le télétravail c'était la panacée pour tout le monde et là vous avez des retours où les gens disent on n'en peut plus. Donc c'est une flexibilité, il faut certainement l'utiliser demain, mais un peu à bon escient. Les territoires aussi vous aident? Les territoires nous aident bien sûr, puisque en fait, ils nous permettent de construire ces immeubles-là. Je pense qu'on les aide aussi. On prend un réel risque en allant s'implanter dans les 10 principales métropoles françaises. Je pense que la crise a révélé aussi que de la décentralisation est très pertinent quand on fait face à une crise. Les capitales aujourd'hui des régions, ce sont ces principales métropoles régionales. Elles sont en train de se développer sur le plan démographique, sur le plan de l'emploi salarié, sur le plan culturel. On est en train, à notre échelle, d'accompagner sur le plan immobilier ce développement. Votre projet, là, pour les prochains mois, c'est quoi, votre priorité? C'est d'abord de passer correctement la crise. Et on la passe plutôt bien pour l'heure, puisque c'est ce qu'on appelle le taux de recouvrement de nos loyers. Donc sur le trimestre précédent, on a recouvert 95% de nos loyers, et Dieu sait, quand on l'a commencé, que ce n'était pas tout à fait évident. Nos immeubles ont des loyers qui sont économiques, c'est-à-dire ça veut dire 3 à 4 fois moins cher que les immeubles parisiens ou franciliens. Donc passer cette crise, tenir nos objectifs, je pense que ce sera important. Voilà, ce sera assez. Merci beaucoup d'être venu. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Philippe Rosiot d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe à l'édito d'Émilie. CGF Charcuterie vient d'obtenir le label PME+, une certification qui récompense les engagements responsables de cette PME familiale calaisienne née en 1982. Par exemple, pour réduire sa consommation d'énergie, elle a investi dans un lave-chariot qui lui permet d'économiser 2400 litres d'eau en moyenne par jour. Chaque année, la PME valorise 35 000 litres de déchets organiques en biométhane et recycle environ 5 tonnes de carton par an. De plus, la charcuterie s'approvisionne depuis toujours en viande locale et de qualité. Elle travaille exclusivement avec des porcs régionaux et s'engage pour le bien-être animal en respectant les 5 libertés fondamentales des animaux. Côté traçabilité, la PME a développé une plateforme sur son site pour permettre aux consommateurs de connaître l'origine de leurs produits. L'entreprise est aussi impliquée dans la vie associative locale. Elle donne des produits, par exemple à l'association Entraide Calais avec 1,7 tonnes de dons solidaires par an. Enfin, l'amélioration des conditions de travail des 25 collaborateurs est participative puisqu'un groupe de travail a été mis en place pour parler d'ergonomie ou encore des plans de la future usine. Merci beaucoup Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Le
Le débat d'aujourd'hui porte sur le tourisme responsable et les vacances responsables et durables. Pour en parler, j'accueille tout de suite en plateau Émilie Ries, qui est responsable développement durable du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et à ses côtés, Thomas Parouti, le fondateur et président de l'agence Mieux. Merci Thomas d'être avec nous également. Madame. Bonjour. Pour parler vacances responsables et tourisme responsable, qu'est-ce que c'est? Peut-être une définition pour commencer avec vous, Émilie. Qu'est-ce que c'est que le tourisme responsable? Ouais, c'est en effet la base de se poser cette question-là. Nous, chez Pierre et Vacances Center Parks, c'est un tourisme responsable qu'on a plutôt tendance à nommer durable. C'est vrai que quand on s'installe, nous, sur un site, on a une activité de construction et d'exploitation. Donc on est là pour rester jusqu'à 50 ans pour certains des sites qu'on a créés au tout début de l'activité. Donc un tourisme durable, pour nous, c'est un tourisme qui s'est interrogé et qui essaie de limiter son impact environnemental, mais au-delà de ça, qui crée de la valeur. Qui crée de la valeur non seulement par l'expérience client, en intégrant vraiment ces sujets de nature, de protection de l'environnement, d'accompagnement du client, mais aussi pour les territoires. Et ça, c'est un élément fondamental. Nous, on est quand même le leader du tourisme de proximité, avec des sites qui sont essentiellement en Europe, en France, pour Pierre et Vacances Center Parks. Je ne sais pas si tu partages cette définition. Ouais, et alors après, il y a évidemment la question du site, de l'hébergement et de la préservation de la biodiversité, des activités. Après, il y a aussi le sujet du déplacement, parce qu'on sait que dans le bilan carbone d'un touriste, le déplacement est évidemment très différent s'il prend l'avion ou s'il prend le train. Il y a aussi ensuite... Le côté local est important dans cette évidemment, responsabilité. et en l'occurrence, après la crise du Covid, là, beaucoup de Français vont ne pas partir à l'étranger. Et donc, ils vont faire un tourisme sans le savoir qui sera plus responsable, moins carboné. S'ils font des activités vélo, s'ils profitent des produits locaux, globalement, ça répond à quelques critères habituels de la RSE. Le secteur, il a mis un peu de temps quand même à entamer cette transition. Tourisme responsable, ça fait pas si longtemps qu'on entend ça. Alors moi j'ai du mal à vous entendre dire ça parce que c'est vrai que nous on est un groupe qui est créé en 1967 et Monsieur Brémond qui est le PDG fondateur qui tient les rênes encore de l'entreprise était vraiment innovant sur le sujet en créant la station d'Avoriaz qu'il a souhaité en fait piétonne. Donc c'est quand même chez nous un acte très fort. Et puis on retrouve Village Nature plusieurs années après avec l'ouverture en 2016 d'un site qui est dont le chauffage dont le chauffage est entièrement assuré par la géothermie. Donc énergie renouvelable s'il en est. Et on parlait tout à l'heure, Philippe Rosio parlait de transition, vous le challengez là-dessus sur les transitions énergétiques des territoires. Nous, il se trouve qu'avec la géothermie, on fournit 30%, grâce aux puits qui sont sur Village Nature, 30% de cette production-là à Disney. Donc en effet, c'est un sujet qui est de toute façon toujours en amélioration continue. Hein. C'est ça qui est à la fois passionnant et parfois déroutant dans le développement. Et comment on en est justement dans cette période de crise Covid là, le tourisme durable, responsable, les vacances aujourd'hui, cet été en particulier post-crise, j'allais dire post, enfin on est encore dedans, hein, sonne d'une manière particulière. On a une conscience particulière cet été, plus qu'avant? C'est sûr. Il y a quand même eu cette période qui est quand même inouïe d'arrêt total de l'économie. Nous, nos sites ont fermé quand même pendant 2 mois et demi. Et puis cette crise sanitaire d'être confinés. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Je pense que cette crise sanitaire a ça de positif quand même, hein. Il faut trouver des éléments positifs aussi là-dedans, d'avoir vraiment une prise de conscience. Et nous, on le voit, par exemple, dans les engagements qu'on a pu prendre depuis plusieurs années, de baisser par exemple de 25% nos consommations d'eau et d'énergie à Center Parks. C'est des choses, la décarbonation de l'industrie du tourisme, maintenant c'est naturel. Tu parlais tout à l'heure de mobilité, mais je dirais au-delà de ça, moi je vois un réel levier là, c'est grâce, en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, à cette crise, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience du risque climatique. C'est-à-dire que c'est comme si cette crise sanitaire préfigurait de ce que pourrait être un choc climatique avec beaucoup plus d'inondations, une augmentation drastique des températures. Qu'est-ce que deviendrait le tourisme? C'est vrai que nous, on avait commencé à y réfléchir. D'accord, ouais. Peut-être je te laisse la parole. Et en même temps, il faut faire redémarrer la machine. Est-ce que le tourisme va la faire, sa transition, dès cet été? La machine, elle sera forcément différente. Il ne faut pas faire redémarrer la machine. Il faut transformer la machine et après, on va la refaire démarrer. Et le tourisme est hyper révélateur
d'un secteur qui doit se transformer. Alors il y a des acteurs qui historiquement respectent les territoires, l'environnement, d'inclusion sociale aussi, parce que c'est le tourisme, enfin c'est aussi un facteur d'inclusion sociale. Et en même temps, il y a un tourisme de masse. On parle des croisières, on parle des allers-retours pour une semaine en Tunisie à 299 € en avion. Et ça, je pense que forcément, ça va se réduire. On sait qu'on doit réduire nos émissions carbone par 4. On ne peut plus aller en Tunisie, enfin désolé pour les Tunisiens, mais on ne peut plus aller passer un week-end ou une semaine là-bas et prendre de l'avion à outrance. C'est une réflexion à 360 qu'il faut avoir, que ce soit dans le transport, effectivement, vous venez d'en parler, l'avion, mais pas que, sur place, la responsabilité aussi vis-à-vis des populations locales. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a ça aussi. Ça inclut et après, du coup, il y a des nouvelles formes de tourisme. Donc, il y a des acteurs qui sont déjà câblés durables. Il y en a certains qui ne le sont pas du tout et qui sont ultra consommateurs. Je parlais des croisières. Et après, il y a des nouvelles formes de tourisme. Il y a la tendance du woofing. Pour mes vacances, je vais passer une semaine à travailler à la ferme. Je suis hébergé par un agriculteur. Il y a un site qui est WWOOF. Il y a 2 W au début. Et donc, on fait du woofing et je vais travailler pendant une semaine à la ferme. Ça change pas mal. Où il y a des nouvelles offres, type Explora Project, dont on parlait l'autre jour, et qui est un site internet qui vous propose de l'exploration, qui vous met en relation directement avec un guide, qui est donc quelqu'un du coin, vraiment local. Et on va respecter la nature, on va découvrir la nature. Moi, je pense que les vacances, c'est un moment de remise en question. Vous parlez de crise, on a été tous un peu traumatisés à un niveau mondial, individuel, collectif, par cette crise-là. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que les vacances pour se poser des questions? On sait que les salariés veulent changer leur boîte. On sait que 78% veulent s'impliquer dans la stratégie RSE. Quand ils le font, ils sont plus efficaces, ils sont moins absents, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi tous les salariés en vacances, ils doivent essayer de changer de vie. Essayer de changer leur vie professionnelle d'après et essayer de vivre différemment. Si on faisait que du vélo pendant une semaine, si on testait des repas végétariens. Nous on le perçoit fondamentalement ça. On a racheté une start-up depuis 2 ans. Pierre et Vacances a racheté cette start-up pour être plus dans l'expérience client. Et les clients sont vraiment un vrai levier. Et on est convaincus, nous, chez Pierre et Vacances Center Parcs, que les vacances sont ce moment-là pour être sensibilisés à la préservation de la nature, mais par l'expérience. Donc avec Rendez-vous chez nous, par exemple, on propose des activités vraiment de qualité locale, avec des gens locaux experts, par exemple, aller observer le chamois en famille quand vous êtes sur une résidence en montagne. Et c'est parce que vous allez avoir de l'émotion, et c'est cette émotion en famille qui crée des souvenirs que vous allez du coup avoir envie de préserver, de mieux comprendre l'environnement qui vous a rendu heureux. C'est le rôle des entreprises d'accompagner le grand public dans cette prise de conscience. Nous c'est un levier, l'expérience client. C'est un des leviers majeurs, mais depuis longtemps, de notre politique RSE. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui crée de la valeur pour l'entreprise, parce que l'expérience client est enrichie par ces activités nature, ces activités locales et cette authenticité que recherchent les clients aujourd'hui, surtout après tout ce qu'on a vécu. Ouais, alors c'est vrai, c'est le rôle des entreprises, c'est aussi le rôle des associations. Typiquement, moi depuis 25 ans, j'ai la chance d'aller à l'océan Atlantique et je dis à tous les gens qui sont avec moi, on ramasse un déchet par jour parce que l'océan nous est offert, donc on va être sympa avec lui, on va ramasser un déchet. Et donc chaque personne sur sa serviette doit ramasser un déchet. Évidemment, quand on commence à ramasser un déchet, c'est le principe de la Surfrider Foundation, on ramasse 2 déchets, 3 déchets, etc. Voilà, et après, du coup, on se pose la question de savoir, le bout de plastique, je ne vais plus le jeter par terre. Enfin, c'est un moment aussi pour réfléchir, pour lire. Il y a des super bouquins à lire à la plage. Il y a un livre qui est sorti qui est sur une dictature verte qui parle d'écocide, qui s'appelle R, qui est AIR, qui a été écrit par Bertie Scali, qui est un super livre. Il y a Siècle bleu, qui est un livre de science-fiction qui a été écrit il y a 10 ans sur l'écologie, qui est vachement bien. Voilà, il faut faire des expériences. Il y a maintenant des produits solaires. Je ne sais pas si vous connaissez la marque 71, qui est 71%, qui est un produit solaire qui respecte l'écosystème marin. Il y a la marque Opal, que vous connaissez, qui fait des t-shirts à partir de t-shirts recyclés, qui vient de sortir un maillot de bain avec des bouteilles en plastique. Enfin, il y a plein de produits, il y a plein d'acteurs qui sont là pour nous faire passer des vacances différemment. Et c'est vraiment ça,
le rôle des vacances, c'est de nous faire réfléchir de façon différente pour attaquer une rentrée vachement plus responsable. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Thomas Parouti. Merci beaucoup d'avoir Merci été, à vous. Merci. avec nous aujourd'hui, Merci d'avoir beaucoup. parlé vacances et tourisme responsable. On va maintenant passer à la bonne idée du jour. Catherine Lam est avec nous ce matin, la présidente et la fondatrice de Loesia. Bonjour. Bonjour. On est ravis d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Loesia, s'il vous plaît? Bien sûr, donc Loesia, c'est du maquillage biologique et naturel fabriqué en France. Donc ma volonté, c'était de pouvoir faire redécouvrir le plaisir de se maquiller naturellement avec un produit plus respectueux pour la peau et l'environnement, sans compromis sur la qualité. Donc cosmétique et naturel, c'est compatible. C'est compatible, oui. Comment vous avez développé ce rouge à lèvres? En fait, à la base, j'ai de l'eczéma. Donc il était assez difficile pour moi de trouver des produits adaptés à ma peau. Sachant que j'ai une maîtrise de chimie, je me suis dit, autant le faire moi-même, hein. Donc, pendant plus de 8 mois, j'étais en laboratoire à faire mes petits tests et évidemment sans produits chimiques. La marque est sortie quand exactement? En novembre 2019. D'accord, vous l'avez fait test certifié du coup, hein, vous m'avez dit qu'elle est biologique. Alors, elle n'est pas encore certifiée, D'accord. mais c'est 100% naturel. C'est vérifié par les toxicologues, quoi qu'il arrive. Hein. D'accord. Quand vous dites 100% naturel, on est sur quel type de produit exactement? Alors, il faut savoir qu'un rouge à lèvres, c'est composé essentiellement de corps gras. Donc, on a des huiles végétales, notamment de l'huile d'olive, l'huile de prune et l'huile de pépins de raisin qui sont cultivées en France. On a également du beurre de karité, de la cire d'abeille pour tout ce qui est hydratation des lèvres et les pigments naturels. Tous les produits viennent de France, c'est important la traçabilité dans vos produits pour vous? Alors, il y a essentiellement des produits qui sont issus de l'agriculture biologique française. Mais par exemple, le beurre de karité, on ne peut pas le produire en France. Donc, Quels sont vos objectifs pour les mois à venir? D'autres rouges à lèvres ou même d'autres produits cosmétiques? d'autres produits cosmétiques, oui. C'est lesquels? Comme quoi? Donc, ce serait plus du mascara ou du maquillage pour les yeux. Pareil, il va falloir chercher des matériaux locaux, c'est important. Exactement, oui. Vous êtes combien dans l'équipe de Loesia? Je suis seule. C'est D'accord. vrai, vous Oui, êtes oui. tout seul à développer de A à Z le produit. C'est ça. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené un rouge à lèvres. Est-ce que Oui. vous pouvez montrer Donc, à la voici caméra? le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres rouge. C'est un En fait, rouge ça à ressemble lèvres vraiment à un rouge. rouge à lèvres Classique. classique. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine Lam, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté Loesia. Merci de votre accueil. Merci. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve dès demain pour de nouvelles solutions, de nouvelles stratégies responsables et durables. On sera ravis de vous retrouver. À demain. À demain.